Nous allons démarrer ce webinaire. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Ce webinaire est organisé par le pôle éco-conception, donc Centre de ressources nationales sur le sujet de l'éco-conception. On accompagne et forme les entreprises au sujet. Et puis, on a une casquette aussi plutôt mission d'intérêt général puisqu'on collabore beaucoup avec l'ADEME. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Aude et Maureen avec nous de l'ADEME. Bonjour les filles. Bonjour Louise et bonjour tout le monde. Aude Bouquin du service éco-conception et recyclage. Bonjour à tous, je suis Maureen Poirier et je travaille sur l'affichage environnemental textile. Bonjour à toutes les deux. Nous allons présenter aujourd'hui cet appel à projet lancé par l'ADEME. L'objectif, ça va être un petit peu de répondre à vos potentielles interrogations sur cet appel à projet. On va revenir dans le détail sur son contenu. Je vous propose, hop, si la slide veut bien s'avancer, oui, le petit slow motion qu'on vous avait préparé. Voilà, c'était pour la présentation du colloque. Donc, vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site, n'hésitez pas. Donc, petite présentation des intervenants. Je vais commencer. Donc, Louise Gilbert, je suis chef de projet au pôle éco-conception. J'ai une petite casquette expertise textile qui me permet d'accompagner les entreprises du secteur textile, de les accompagner soit sous forme de projets, de diagnostic ou de projets, ou de former les entreprises. Si vous avez des questions un peu plus précises sur de l'éco-conception textile, n'hésitez pas. Aude, est-ce que tu veux en dire un petit peu plus sur tes fonctions à l'ADEME? Tout à fait, merci Louise. Aude Bouguin, moi je suis au siège à Angers, donc service éco-conception et recyclage dans la direction économie circulaire. Je coordonne du coup cet appel à projet Texabi, depuis le siège, mais l'instruction des dossiers se fera en direction régionale. Toujours est-il que je suis votre premier contact sur ce sujet. Merci Aude. Maureen. Maureen, tu peux te présenter un peu plus en détail? Moi, je suis de formation ingénieur textile et je travaille dans l'équipe affichage environnemental. Et je travaille surtout sur l'affichage environnemental textile. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que, Aude, tu voulais nous présenter rapidement le contenu de cette journée, de ce webinaire, pardon. Le stress des 200 participants se fait ressentir. Oui, alors aujourd'hui, on va vraiment vous présenter l'appel à projet Texabi. Peut-être revenir d'abord sur un peu le cadre de l'appel à projet, et puis aller plus en détail sur des projets types. L'appel à projet, il a deux objectifs. Donc d'une part, c'est vous aider à progresser en éco-conception, et d'autre part, de vous préparer à l'affichage environnemental. Donc, il s'adresse vraiment à tous les acteurs du secteur textile d'habillement, autant les marques que les fournisseurs, à toutes les tailles d'entreprises, des très petites entreprises aux grandes entreprises, et à toutes les maturités en éco-conception, de débutants à experts. Alors par contre, on a un problème technique, ce qui fait que la page ne marche pas aujourd'hui. Les documents n'ont pas pu être mis à jour, mais l'appel à projet est bien ouvert. Alors oui, je voulais juste revenir un tout petit peu sur les objectifs pour nous, pour cet appel à projet, en plus de vous accompagner, c'est en fait d'atteindre un maximum d'entreprises pour vous préparer aux réglementations à venir. Donc, que ce soit les réglementations qui imposent de passer à l'éco-conception, comme la loi anti-gaspillage et économie circulaire ou le règlement européen sur l'éco-conception, qui est une déclinaison justement dans le textile. Ou que ce soit les réglementations sur la communication auprès des consommateurs, qui interdisent en fait tout ce qui est allégations environnementales trompeuses ou génériques et qui définissent du contenu très précis pour la consommation, la communication auprès des consommateurs et le mode de mise en œuvre, notamment avec l'affichage environnemental. Ça, c'est les lois climat et résilience ou la directive Green Claim, la directive sur l'autonomisation des consommateurs. Ok, merci pour ces précisions. Donc, peut-être petit point de rappel. Donc, on parle, tu as pas le projet qui est sur la thématique de l'éco-conception. Donc, peut-être
Petit rappel du cycle de vie qu'on peut retrouver pour un vêtement. Donc, on va retrouver une approche sur la partie matière première. Donc, en fonction de la fibre, on ne va pas avoir les enjeux environnementaux similaires. Donc, en fonction d'une fibre artificielle, naturelle ou synthétique, on va retrouver les enjeux environnementaux variés. Ensuite, on va retrouver tout le process de fabrication. On va retrouver le tissage, le tricotage, l'énoblissement, tout ce qui va toute la confection et les apprêts qu'on va apporter à notre textile. Là aussi, on va retrouver des grands enjeux environnementaux à cette étape. On va avoir toute la chaîne logistique, le textile étant un produit très mondialisé, on le sait. Donc, on va avoir aussi un impact à cette logistique mondiale. On va retrouver aussi un impact à l'usage puisque nos textiles, on a besoin de les laver, de les mettre en machine, ce qui va représenter aussi une consommation d'eau, d'énergie. Et puis, on va aussi avoir un sujet sur la durabilité de nos textiles en éco-conception. On va essayer de regarder l'entièreté de ce cycle de vie et aussi d'anticiper la fin de vie du textile, donc plusieurs modes de fin de vie, du réemploi, la valorisation énergétique, en passant par l'enfouissement, le recyclage, l'upcycling. Donc, l'objectif de l'éco-conception, c'est bien sûr d'anticiper donc les enjeux environnementaux de chacune de ces étapes, d'essayer de diminuer au maximum les impacts environnementaux de toutes les étapes de vie de ce produit textile, donc d'être dans l'anticipation de ces impacts. Donc, c'est aussi l'objectif de l'appel à projet que de vraiment essayer de diffuser la pensée en cycle de vie un maximum pour pouvoir éco-concevoir et que ça soit comme un réflexe. Donc, on parle de l'entièreté du cycle de vie, on parle aussi de plusieurs critères environnementaux. Donc, l'éco-conception est une approche multicritère. On ne va pas être comme le bilan carbone, par exemple, qui va être vraiment focus effet de serre, mais on va prendre en considération tout un tas d'autres critères environnementaux parce que malheureusement, voilà, on impacte l'environnement de différentes manières, pas seulement avec le changement climatique. Donc, affiché normalement à l'écran, vous avez les 16 indicateurs du PEF, donc la méthode européenne de sélection des critères environnementaux, dont on va un petit peu reparler quand on parlera aussi de l'affichage environnemental. Donc, cette l'idée de l'éco-conception, c'est de considérer l'entièreté du cycle de vie et avoir une approche multicritère pour en fait avoir l'impact environnemental global du produit et essayer de le diminuer au maximum, donc diminuer cet impact pour avoir une conception la plus vertueuse possible. Voilà pour ces quelques petits points de rappel. Je vous propose maintenant donc de rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que avant ça, on peut avoir un petit point d'actu sur l'affichage environnemental? Maureen, est-ce que tu peux nous en dire plus concernant ce qui va se passer, le calendrier, peut-être les produits aussi qui seront concernés? Alors attends, juste Louise, juste pour finir pour l'éco-conception, je voulais juste rappeler que donc, en plus de cette approche multicritère et multi-étapes, nous déployons la démarche d'éco-conception suivant 3 étapes de façon itérative, qu'on va retrouver en fait tout au long de l'appel à projet. Donc c'est pour ça que je vous les présente maintenant. Donc ça consiste à évaluer son produit, puis travailler à l'amélioration avec des solutions techniques, mais en se basant sur du coup cette évaluation environnementale que Louise a présentée tout à l'heure. On va réaliser ça de façon donc itérative, les étapes évaluation et amélioration, jusqu'à aboutir au produit éco-conçu, voilà, qui est fonctionnel, qui a des impacts réduits. Et c'est sur la base d'une évaluation finale qu'on passe à la communication environnementale, comme l'affichage environnemental. Donc, désolée, je repasse la main à Maureen sur l'affichage. Alors donc pour remettre une définition de l'affichage environnemental, donc ça va être une information pour le consommateur pour l'aider dans son acte d'achat pour acheter un produit à moindre impact. Et ça va également être une information qui va être pour le fabricant pour l'aider à produire de manière plus respectueuse de l'environnement. Donc l'affichage environnemental, c'est sous forme d'une valeur absolue, donc en point d'impact. Donc comme nous pouvons voir là, une capture d'écran du site Ecobalise, qui est une calculette qui permet de calculer l'affichage environnemental selon la méthodologie française. Et aussi pour remettre au niveau du contexte, l'affichage environnemental, ça a été initié en 2020 par la loi AGEC.
Et il a ensuite été repris dans la loi climat et résilience avec l'article 2 qui prévoyait une expérimentation. Et donc, c'est ainsi que sont arrivées les expérimentations X-Tex, menées donc par le ministère et l'ADEME dans le secteur de l'habillement et de la chaussure. Et donc, ces différentes expérimentations X-Tex ont permis de pouvoir créer une méthodologie qui est aujourd'hui menée par le CGDD et l'ADEME. Voilà. Et donc, pour reprendre la méthodologie globale donc, de l'affichage, donc, comme disait Louise tout à l'heure, donc, ça reprend la méthode européenne PEF donc, sur les 16 indicateurs. Donc, les indicateurs qui représentent donc, le climat, la biodiversité et les ressources naturelles, auxquels ont été ajoutés des compléments, donc avec l'utilisation des produits chimiques pour refléter tous les produits chimiques qu'on peut retrouver lors de l'ennoblissement. Il y a également les microfibres qui ont été ajoutées et également pour la fin de vie, l'export hors Europe. Il y a également un facteur lié à la durabilité qui a été ajouté pour pouvoir refléter la durée de vie d'un vêtement. Et voilà. Donc, pour remettre un calendrier. Voilà, donc pour remettre un calendrier, donc la méthodologie, elle a été présentée donc au mois de mars via un webinaire et avec la mise en ligne donc du site Ecobalise. Ensuite, il y a eu donc 2 mois de concertation. Suite à cela, on a eu un comité des parties prenantes pour échanger sur la méthodologie. Il y a également eu un comité des parties prenantes qui a été fait la semaine dernière donc sur les textes réglementaires et il devait y avoir un décret qui sortait fin juin, mais voilà, suite à l'actualité politique, on ne peut pas vous donner de nouvelles. On va attendre le 8 juillet pour pouvoir espérer que l'affichage puisse sortir cette année, pardon. Je pourrais pas vous donner plus d'actualité aujourd'hui. Je suis désolée. Et donc pour revenir donc sur le cadrage de l'affichage, j'espère que ça va s'afficher. Voilà. Ah. Voilà. Donc les produits qui sont concernés donc par l'affichage environnemental, ça va être donc tous ceux qui sont affichés donc sur l'écran, que ça va donc du boxer au slip, en passant donc par les manteaux, les t-shirts. Donc on va vraiment trouver tous les vêtements, mais sont exclus donc les vêtements en cuir, tous les accessoires et également la lingerie. Donc on peut retrouver toutes ces catégories de produits via le site Ecobalise. Donc je vous ai mis une capture d'écran juste à côté où voilà, où vous avez un petit aperçu de comment la méthodologie et les différents critères. Ok. Et alors, comment est-ce que si je suis une entreprise et que j'ai besoin de faire remonter des choses au niveau de la méthodologie, est-ce que j'ai possibilité de le faire? Alors effectivement, pour nous faire des remarques, vous avez un Mattermost qui a été mis en place que vous pouvez retrouver via le site Ecobalise. Il y a également une adresse mail affichage-environnemental@adem.fr. Je vais vous la remettre peut-être dans le chat. Et pour mieux comprendre la méthodologie, vous avez également plusieurs webinaires qui ont été menés donc durant les derniers mois et que vous pouvez retrouver via le site de l'ADEME affichage environnemental. Ok, merci beaucoup Maureen pour ces précisions sur l'affichage environnemental. Et donc, question pour Aude sur l'appel à projet textile, finalement, est-ce qu'il faut être producteur de vêtements pour souscrire à l'appel à projet? À qui concerne exactement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors en fait non, l'appel à projet est vraiment ouvert à tous les secteurs, enfin tout le secteur textile d'habillement, donc quel que soit le positionnement sur la chaîne de valeur. Donc on vise d'une part effectivement les fabricants d'articles finis, des vêtements, donc ce qu'on va appeler ici les metteurs en marché.
ceux qui sont soumis justement à la réglementation de l'affichage environnemental dans le contexte des produits qu'a cité Maureen tout à l'heure. Mais en plus de ça, en fait, on veut montrer que en France, voilà, on sait faire de l'éco-conception. Toute la chaîne de valeur s'implique aussi dans cette réduction d'impact environnemental. Et à la fois, les metteurs en marché ont une capacité à entraîner leur chaîne de valeur, mais aussi les fournisseurs, les fabricants qui voudraient y aller aussi seuls dans cette démarche d'éco-conception. On s'adresse à vous dans l'appel à projet Texabi. Donc, vous pouvez candidater soit pour des articles d'habillement, ceux qui ont été listés tout à l'heure, ou les produits de fourniture, que ce soit matières premières, fils, étoffes, également tous les procédés qui rentrent en compte du coup dans la fabrication des vêtements. Sont exclues les entreprises qui vont être uniquement sur l'étape d'utilisation ou sur la fin de vie ou sur l'amont agricole. Voilà. Ok. Et si donc je suis une entreprise avec des produits qui sont exclus, est-ce que je peux bénéficier d'une autre aide de l'ADEME ou d'un dispositif? Oui, en fait, du coup, là, sur les dispositifs à l'éco-conception, on va essayer d'adopter un peu le même schéma, que ce soit dans l'appel à projet Textabi ou sur nos autres aides à l'éco-conception. Donc, vous avez avec le QR code ou sur notre page Agir pour la transition, accès à l'ensemble de notre offre d'éco-conception, qui s'adresse aussi à tous les niveaux de maturité en éco-conception. Et vous pouvez vous appuyer sur les propositions qu'on fait dans le cadre de cet appel à projet pour déposer votre demande d'aide aussi sur les autres aides à l'éco-conception de l'ADEME. Ok. Et maintenant qu'on a un petit peu la cible, on sait quels produits vont être concernés, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les types de projets qui sont attendus pour cet appel à projet? Oui, du coup, nous avons 3 types de projets et qui s'adressent en fait à toute la chaîne de valeur, que ce soit les metteurs en marché ou les fournisseurs. Le premier axe, les premiers pas en éco-conception sont uniquement à destination des PME. L'idée, c'est de s'appuyer sur le guide de l'ADEME des premiers pas en éco-conception textile. Ce guide vous fournit 8 leviers principaux d'éco-conception et donc vous appuyez dessus pour vous lancer dans la démarche. Donc par exemple, dans le guide, on peut vous proposer de passer du coton au coton recyclé pour un t-shirt. Et le projet consiste à préparer un plan d'action chiffré avec le calcul du coût environnemental de votre produit éco-conçu. Si à la fin du premier pas, vous avez envie d'explorer, d'aller plus loin, vous pouvez participer donc, à l'axe 2, le diagnostic d'éco-conception, qui est ouvert à toutes les tailles d'entreprise. Là, il s'agit d'approfondir des leviers personnalisés, donc qui prend en compte vraiment les spécificités de votre chaîne de valeur. Nous vous proposons d'ailleurs aussi une liste de leviers que vous pouvez approfondir, mais vous soyez pas, restreint. Donc là, par exemple, je vais réaliser une analyse de cycle de vie avec des données spécifiques à ma chaîne de valeur et tester différentes solutions d'éco-conception. Donc à la fin de l'axe 1 comme à la fin de l'axe 2, j'aboutis à un plan d'action chiffré, en coût et en coût environnemental, avec une partie, d'études, d'éléments que je veux explorer, plus avant, et une partie, plus, pour des investissements, typiquement pour des machines. Lorsque j'ai pris la décision de mettre en œuvre mon plan d'action, je peux être accompagnée via l'axe 3, donc l'étude de mise en œuvre des leviers d'éco-conception. Donc là, il s'agit d'appliquer mon plan d'action, par exemple changer de matière, de fournisseur, de réaliser des prototypes, des pré-séries industrielles, de faire des calculs d'empreinte environnementale sur les produits éco-conçus qui seront mis sur le marché. Et en dehors de l'appel à projet, nous accompagnons du coup l'investissement en éco-conception si vous êtes, vous avez déjà votre produit éco-conçu, vous êtes prêt à le déployer. Ok. Et quelles sont les dates limites alors de dépôt des dossiers pour ces projets? Alors donc du coup, l'appel à projet est ouvert dès maintenant pour tous les projets de premier pas en éco-conception. Donc pour tous les axes 1, les instructions se font au fil de l'eau. Vous pouvez déposer dès maintenant et puis voilà, on relève régulièrement. Par contre, pour les projets de diagnostic d'éco-conception et de mise en œuvre, donc les axes 2 et 3, c'est uniquement aux dates de relève, la prochaine étant le 30 septembre à 15 heures. Et ensuite, tous les 2 mois, c'est le dernier lundi du mois à 15 heures. Et l'appel est ouvert en continu jusqu'à fin juin 2025.
D'accord. Et si je suis intéressée par plusieurs axes, est-ce que je peux candidater plusieurs fois? Oui, alors en fait, à chaque fois, on ne se positionne que sur un seul des axes. Et ici, je vous ai mis à titre indicatif en fait la durée des projets. Donc sur un axe 1, on va plutôt être sur des projets jusqu'à 3 mois. Généralement, c'est plutôt un mois de projet voilà, de réalisation. Sur un axe 2, on a des projets qui vont durer de 3 à 6 mois. Et sur l'axe 3, de 3 à 18 mois. Ce qui fait que vous avez le temps de candidater, donc faire l'axe 1, le réaliser, puis déposer un dossier de demande d'aide d'axe 2, par exemple, pour la relève de fin novembre, mais vous pouvez choisir la date. Et pareil, à la fin de votre projet axe 2, vous pouvez revenir et candidater sur l'axe 3. Ok. Et quelles sont les modalités d'aide et les coûts éligibles? Alors, du coup, les aides sont calculées sur le montant de dépenses prévisionnelles, quel que soit l'axe sur lequel vous vous positionnez. Les taux d'aide varient donc selon la taille de l'entreprise, 80 pour les petites entreprises, 70 pour les moyennes entreprises et 60 pour les grandes entreprises. Donc les montants d'aide, pour l'axe 1, les premiers pas en éco-conception, l'aide maximum est de 5 000 € et pour les axes 2 et 3, on va partir sur une assiette. Donc sur l'axe 2, le diagnostic d'éco-conception, c'est une assiette maximum de 50 000 €. Hem Et pour l'axe 3, une assiette maximum de 200 000 pardon, de points, 100 000 €. Il y a aussi un plafond de dépenses internes pour, les diagnostics et les études de mise en œuvre d'éco-conception. Donc, pour l'axe 2, les dépenses internes sont plafonnées à 20 000 € et pour l'axe 3 à 40 000 €. Je peux donner des exemples de coéligibles. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur des Tout à les fait. coûts qui seraient éligibles à ce programme? Alors, typiquement, vous pouvez, vous former, en fait, à l'éco-conception, sensibiliser vos équipes, autant internes que vos partenaires avec qui vous travaillez. Donc, par exemple, la fresque de l'éco-conception est éligible, comme, outil de sensibilisation ou de formation. Les dépenses internes de l'entreprise pour sa participation aux travaux, notamment pour la collecte des données, faire évoluer les modèles économiques. Les tests, sur prototypes préséries, donc ça, c'est typiquement les tests qu'on va faire plutôt dans une étude de mise en œuvre des leviers d'éco-conception. Les études de marché, les études de perception des consommateurs et de la plus-value environnementale. Donc bien sûr, tout ce qui est nécessaire à l'évaluation environnementale, que ce soit licence de logiciel, mais aussi à la fin, si vous avez réalisé, une ACV suivant, la méthodologie PEF, vous pouvez aussi, demander la revue critique, de cette ACV. OK. Et pour qu'on puisse se projeter un petit peu, est-ce que tu peux nous montrer à quoi ressemblerait un projet pour un metteur en marché? Alors, je vais vous montrer du coup, les 3 types de projets, pour les metteurs en marché. Donc, sur l'axe 1, donc là, on est vraiment, donc que pour les PME. Pour les premiers pas d'éco-conception, je vais m'appuyer sur, du coup, la démarche d'éco-conception, classique, avec les 3 étapes: évaluer, améliorer, communiquer. Ici, on a voulu vraiment simplifier la démarche d'éco-conception, en se disant, voilà, le guide, de l'ADEME, les premiers pas éco-conception textile est déjà basé sur des évaluations environnementales préalables. Donc ce qu'on vous propose, c'est de démarrer directement sur la partie évaluée, de vous appuyer sur ce guide, pour explorer en fait, voilà, quelle différence ça fait si je passe du coton au coton recyclé pour mon t-shirt? Qu'est-ce que ça implique au niveau de mes fournisseurs, au niveau de la fabrication? Voilà, du coup, comment je révise mon cahier des charges et détailler tout ça dans votre plan d'action. Donc à la fin, vous avez exploré les leviers, vous avez regardé un peu leur faisabilité et puis, tout à la fin de votre projet, on vous demande de calculer juste le coût environnemental via l'outil, donc gratuit Ecobalise que Maureen a présenté tout à l'heure, et de nous faire un retour d'expérience, sur, cette prise en main de l'outil d'affichage environnemental. Pour, les projets d'axe 2, donc cette fois vraiment pour toutes les tailles d'entreprise, là, on vous propose d'aller plus loin, parce qu'effectivement, tous les leviers, ne sont pas applicables sans forcément, faire d'évaluation environnementale préalable. Donc on vous demande de commencer par une évaluation environnementale détaillée, qui sera accompagnée par un prestataire en ACV, en éco-conception, donc ACV, analyse de cycle de vie.
Donc c'est la base pour démarrer, pour choisir les leviers d'éco-conception qui sont les plus pertinents pour votre façon de faire, vos produits et votre chaîne de valeur. En plus, donc, dans l'annexe de l'appel à projet, vous retrouvez des leviers, une liste de leviers à approfondir. Là, il y en a beaucoup plus que 8. Et vous appuyez là-dessus pour donc améliorer, chercher des solutions. Donc pareil, à la fin, on aboutit sur des pistes d'action, donc votre feuille de route. Vous avez des résultats d'ACV qui sont plus précis, qui vous permettent aussi de communiquer à l'externe, en plus de réaliser en fait le calcul du coût environnemental sur EcoBalise. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi votre retour d'expérience du coup des deux, pour pouvoir alimenter encore plus la méthodologie d'affichage environnemental. Et pour l'axe 3, alors? Sur l'axe 3, la mise en œuvre des leviers d'éco-conception. Donc, le prérequis, vous l'avez vu, c'est avoir fait au préalable une feuille de route d'éco-conception, quelle que soit la méthode qui a été choisie. Donc, ça veut dire que vous démarrez, vous avez déjà une idée du coût environnemental de votre produit. Et maintenant, vous allez vérifier que dans la réalité, votre produit va être fonctionnel. Donc, vous allez vraiment déployer tous les leviers que vous aviez identifiés. Donc, par exemple, changement de fournisseur, test d'échantillon, prototypage. À la fin, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en marché votre produit. Vous avez une évaluation environnementale finie de vos produits éco-conçus. Donc, par exemple, votre coût environnemental du produit réel sur EcoBalise. Vous nous faites le retour d'expérience, du coup, sur la prise en main de l'outil. Et voilà, en fin de projet, vous êtes prêt à déployer votre produit sur le marché et aussi à déployer la démarche d'éco-conception en entreprise. Ce qui est important, c'est que l'accompagnement du bureau d'études est obligatoire, que ce soit un bureau d'études ACV éco-conception, justement pour continuer à vérifier vos évaluations environnementales dans la démarche itérative, ou un bureau d'études métier qui va vous aider pour tout ce qui est prototypage ou autre. Très bien. Et tu as parlé d'évaluation environnementale détaillée. Est-ce que tu aurais des précisions concernant la méthodologie qui serait recommandée dans l'axe 2? Alors oui, nous vous proposons en fait une approche d'évaluation qui est très cadrée, en s'appuyant sur le Product Environmental Footprint, le PEF, Apparel and Footwear. En fait, pourquoi est-ce qu'on vous propose ce cadre d'évaluation? C'est pour vraiment avoir une base commune pour la comparabilité des projets et pour mieux suivre les progrès du secteur. Nous, ça nous permet d'une part d'alimenter les guides d'éco-conception sectorielle, donc là sur le textile, et en plus d'alimenter la méthodologie d'affichage environnemental français. Donc on identifie beaucoup mieux voilà, là où il faut qu'on aille récupérer des données, par exemple, et puis ce qui est bien à intégrer et ce qui n'est pas forcément prioritaire. Donc, en quoi consiste ce cadre d'évaluation? C'est aussi un cadre d'évaluation qu'on a voulu être beaucoup plus souple que le PEF, le projet européen. Donc, on vous demande de vous baser sur la méthodologie du projet européen PEF Apparel and Footwear, la version 2, d'utiliser les jeux de données EF 3.0 et les données spécifiques à l'entreprise et sa chaîne de valeur, et d'appliquer les facteurs de normalisation et de pondération du socle technique français. Et en plus de ça, donc les 3 critères complémentaires qui font partie de la méthodologie française pour les metteurs en marché. Quand je dis que c'est une méthodologie qui est plus souple que ce qui a été requis dans les expérimentations du PEF Apparel and Footwear, c'est-à-dire qu'on a une mise en œuvre qui est facilitée. C'est un outil d'aide à la décision. Donc, on ne vous demande pas d'avoir une qualité des données qui est aussi poussée que dans les expérimentations du PEF. Ce qu'on appelle les Data Quality Requirements, c'est quelque chose qui prend du temps justement à y répondre. Ici, dans le cadre de cet appel à projet, on vous propose de les utiliser comme ligne directrice. Il n'y a pas d'obligation à suivre ces DQR. Donc, ça va vraiment alléger l'application de la méthodologie. Et pareil, la revue critique n'est pas obligatoire dans le cadre de notre appel à projet.
Ok. Et donc, est-ce que tu aurais quelques petits conseils sur la partie cadrage des projets, notamment dans la partie diagnostic d'éco-conception? Oui, sur l'axe 2, donc ce qui, on vous recommande justement, c'est d'appliquer cette méthodologie-là et plutôt privilégier de choisir une méthodologie qui est cadrée, quitte à faire moins de références, explorer moins de références, plutôt que de partir sur forcément tout votre portefeuille de produits, mais avec une méthodologie très simplifiée. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'approfondir vraiment les leviers qu'on vous propose. Ça vous permet d'aller plus loin sur les solutions d'éco-conception qui sont adaptées à votre chaîne de valeur. Euh, nous, cette méthodologie qu'on vous propose, on sait qu'elle est adaptée donc à la prise de décision en éco-conception. Et puis, elle va nous permettre d'avoir un retour d'expérience qui sera plus enrichissant pour les évolutions du socle d'affichage environnemental. Euh, pour les grandes entreprises, on va essayer de couvrir en fait un plus large nombre de références. Donc bien sûr, puisque ça va dépendre de la taille des entreprises, du volume des ventes, des interactions que vous avez avec les entreprises de votre chaîne de valeur, ce sont des éléments qu'on va prendre en compte en regardant votre projet de diagnostic. Ok. Et pour l'axe 3, est-ce qu'on a, comme dans l'axe 2, des critères d'évaluation particuliers? Les dossiers vont se baser déjà sur le livrable en fait, de l'axe 1 ou de l'axe 2. Donc, en fait, les chiffrages seront déjà là. Nous, ce qu'on va regarder, c'est l'ambition des entreprises à diminuer leur impact environnemental, enfin l'impact environnemental de leurs produits, et puis juste la pertinence des actions qui ont été choisies pour la mise en œuvre, euh, donc dans le cadre de l'axe 3. Ok. Et donc, pour les metteurs sur le marché, est-ce que les calculs de coûts environnementaux peuvent être sous-traités s'ils ne sont pas Oui. capacité en interne de pouvoir le faire? Alors, le calcul donc de la note d'affichage est vraiment requis pour les trois types de projets, quel que soit le nombre de références, mais il doit être vraiment effectué par le metteur en marché. L'idée, c'est vraiment de vous approprier la méthodologie d'affichage environnemental, l'outil qui est gratuit, qui est simplifié, vraiment simple d'accès, EcoBalise, et qu'on ait des retours d'expérience terrain sur la prise en main de cet outil et de la méthodologie. Donc, si vous voulez avoir recours à un prestataire, ça ne sera pas pour le calcul en lui-même. Par contre, si vous avez vraiment énormément de références et que vous avez besoin, par exemple, d'un outil pour automatiser les calculs, là, vous pouvez faire appel à un prestataire pour vous aider. Ok, merci Aude. Et donc, on a beaucoup parlé des metteurs en marché. Qu'en est-il des fournisseurs et fabricants maintenant? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu un type de projet pour les fournisseurs et fabricants? Alors, tout à fait. Je vais vous présenter aussi les trois projets. Je vais essayer de passer un peu plus vite, puisqu'ils se ressemblent beaucoup avec ceux des metteurs en marché. La différence ici, c'est que donc au lieu d'appliquer le projet à un article d'habillement, vous allez aller sur du coup un produit de fourniture ou un procédé de fourniture. Et le calcul du coût environnemental est obligatoire, mais vous pouvez en l'occurrence le faire un peu différemment puisque vous allez prendre un produit de référence. Par exemple, si je travaille sur du fil, je vais regarder dans quel t-shirt client mon fil pourrait être appliqué et donc je vais prendre ce t-shirt comme produit de référence pour le calcul des coûts environnementaux. Donc, à quoi ressemble un projet de premier pas d'éco-conception? Ici, comme pour les metteurs en marché, vous pouvez démarrer directement à l'étape d'amélioration environnementale à partir des leviers d'éco-conception proposés, mais vous voudrez sûrement aller plus loin. C'est pourquoi nous vous conseillons en fait de commencer avec une évaluation environnementale simplifiée du procédé, du produit de fourniture que vous développez, avec l'accompagnement du coup d'un bureau d'études, d'un prestataire en ACV ou en éco-conception. Vous pouvez aussi aller en autonomie pour appliquer votre outil de traçabilité et l'utiliser pour collecter les données nécessaires aux évaluations environnementales.
Donc, il y a vraiment une souplesse sur la partie évaluation environnementale. Donc, dans l'étape d'amélioration, vous vous basez sur les leviers d'éco-conception proposés et vous réalisez votre plan d'action. À la fin de votre projet, on vous demande de façon obligatoire le calcul du coût environnemental pour donc ce produit client, un t-shirt de référence de votre client. Ok. Et donc, même question que pour les metteurs en marché. Est-ce qu'au niveau du calcul des coûts environnementaux, est-ce qu'ils peuvent être sous-traités? Ah oui, donc en l'occurrence, comme pour les fournisseurs fabricants, vous n'avez pas d'obligation à avoir une note d'affichage environnemental. L'idée ici, c'est plutôt de vous sensibiliser à la méthodologie. Donc, vous pouvez tout à fait sous-traiter cette tâche, soit à votre prestataire d'éco-conception d'ACV, soit si vous trouvez justement votre client, enfin le metteur en marché de l'article d'habillement chez qui votre produit va être utilisé. C'est intéressant de travailler avec ce partenaire justement pour que lui s'approprie la méthodologie. Donc, ça peut tout à fait être réalisé par quelqu'un d'autre. Très bien. Ok. Est-ce que Aude, tu voulais ajouter une dernière chose sur ce projet fournisseur-fabricant? Alors, je peux passer très rapidement sur les autres axes. Sur l'axe 2, pareil que pour les metteurs en marché, on vous recommande d'appliquer la méthodologie PEF présentée tout à l'heure avec l'accompagnement d'un prestataire en ACV éco-conception. Donc, explorer les leviers d'éco-conception. On attend tout particulièrement les projets qui vont se positionner sur les procédés d'après éco-conçu. Et puis donc du coup, en fin de projet, ce qu'on vous demande, c'est de faire un retour d'expérience par rapport aux résultats d'ACV que vous avez et sur la méthodologie d'affichage environnemental, voilà, nous faire remonter justement là où il est pertinent, par exemple, d'avoir des jeux de données accessibles. Sur quel point est-ce que on aimerait alimenter Ecobalise, par exemple, et puis aussi du coup la prise en main et le retour d'expérience terrain. Donc l'idée, c'est qu'on puisse avoir aussi des données qui sont plus spécifiques au process et au secteur textile français. Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc l'axe 3, oui, ça reste un Et petit peu l'axe globalement la même 3, chose. c'est ça. Pareil, on a un prérequis sur la feuille de route d'éco-conception que vous avez déjà faite. Vous commencez donc avec l'étape d'amélioration. Vous déployez votre plan d'action. Et puis, en fin de projet, vous avez donc une évaluation environnementale finale des produits éco-conçus. Donc, ça peut être juste le coût environnemental si vous avez démarré avec un axe 1 et que vous êtes passé directement à l'axe 3. Et puis, pareil, on vous demande le retour d'expérience sur le calcul du coût environnemental. Comme pour les metteurs en marché, l'accompagnement d'un bureau d'études est obligatoire, soit pour la partie évaluation environnementale, donc par un bureau d'études ACV éco-conception, soit l'accompagnement par un bureau d'études métier sur la partie plus amélioration. Et donc, en fin de projet, vous avez tout en main pour pouvoir déployer votre produit. Éventuellement, vous pouvez candidater donc aux aides à l'investissement en éco-conception, si vous avez besoin de faire des investissements pour la production. Et vous êtes aussi prêt à déployer la démarche d'éco-conception en entreprise. Merci beaucoup, Aude, pour tous ces détails. Et donc, du coup, vous avez là de nouveau l'adresse de l'appel à projet qui est finalement en ligne, et puis le rappel du calendrier. Alors, comme point de contact aussi, on a une adresse mail et donc voilà, on vous demande de plutôt privilégier l'adresse mail pour prendre contact avec nous. Donc aap.texabi@adem.fr. Super. Merci beaucoup. On va essayer de répondre à vos questions. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va prendre déjà dans un premier temps les questions où il y a des petits pouces parce que ça a l'air de concerner un petit peu plus de personnes. Donc, on va peut-être commencer par la question d'Emmanuel sur les distributeurs d'EPI, donc d'équipements de protection individuelle. Est-ce qu'ils sont concernés par l'affichage environnemental? Peut-être une question pour Maureen.
Alors, déjà, l'affichage environnemental, s'il passe en décret, ça sera donc de l'affichage volontaire. Et en fait, pour les EPI, c'est pas forcément c'est à la base, c'était vraiment pour les vêtements d'habillement, donc pas forcément les EPI, mais que les EPI font appel à des matières qui sont plus techniques et qui ne sont aujourd'hui pas dans les bases de données que nous avons pour Ecobalise. Donc, si vous arrivez à modéliser votre EPI avec Ecobalise et les matières disponibles, oui, sinon, non. J'espère que ma réponse est assez claire. N'hésitez pas à dire en commentaire. Merci beaucoup Maureen. On va peut-être prendre une autre question donc, de Michel qui nous demande si, donc au regard des volumes de produits pour l'affichage environnemental, beaucoup de marques se tournent vers des solutions SaaS, donc des plateformes. Est-ce que donc, le coût de plateforme peut être concerné pour les appels d'offres? Est-ce que l'appel d'offres prend ces plateformes en financement? Alors, je ne suis pas sûre de savoir de quel type de plateforme on parle. Non, je connais pas Je ne cette sais pas si c'est plateforme. plus pour les outils de traçabilité ou... Donc, enfin, je vais partir en tout cas sur les outils de traçabilité. Je sais que beaucoup d'entreprises ont des outils de traçabilité ou comptent mettre en œuvre des outils de traçabilité en entreprise. Ce qui ne fait pas partie des coûts éligibles, c'est la mise en place d'un nouvel outil de traçabilité. Par contre, le fait de l'utiliser et de construire la façon dont vous allez récupérer les informations nécessaires à faire les évaluations environnementales, ça peut faire partie des coûts éligibles, donc en tant que plus coût interne passé sur le projet. Merci Aude pour cette réponse. Autre question de Frédéric. Donc, est-ce qu'on est obligé de passer par l'axe 1 avant d'aller sur l'axe 2? Non, pas du tout. Vous pouvez très bien faire l'axe 1 en autonomie. Et en plus, pour les grandes entreprises, vous êtes de toute façon pas éligible à l'axe 1. Mais voilà. Ok. Donc, Delphine nous demande si c'est possible de calculer via un autre outil qu'Egobalise, j'imagine, ou que, en fait, l'outil n'est pas précis. Donc, est-ce que c'est possible d'aller sur un autre calculateur? Peut-être que ça va dépendre beaucoup de l'outil utilisé. S'il y a un consensus scientifique, s'il utilise la méthode PEF, voilà, ça va, je pense, dépendre un peu beaucoup de ça aussi. Donc, En fait, dans tous les cas, le calcul du coût environnemental via Ecobalise est obligatoire, puisque en fait, c'est un outil qui est libre d'accès et qui est gratuit. On aimerait vraiment avoir votre retour d'expérience sur l'usage aussi de cet outil et sur les données que vous pouvez mettre et valoriser dedans. Là, je ne sais pas si la question portait peut-être sur l'axe 2 et la méthodologie appliquée sur l'axe 2. Donc là, l'outil n'est pas imposé pour appliquer la méthodologie PEF. Et ce qui va être intéressant, c'est justement savoir, donc par rapport aux données que vous avez collectées et par rapport aux données qui sont disponibles avec la base EF 3.0, comment on pourra mieux alimenter la méthodologie d'affichage environnemental et donc aussi Ecobalise. oui, et puis ça permet aussi de répondre à la question de difficultés de modélisation pour certaines données, comme par exemple la teinture enzymatique. Voilà, c'est aussi l'objectif de recueillir un peu toutes ces données-là auprès des entreprises, donc du plus spécifique pour essayer aussi de créer de la donnée et d'avoir quelque chose de plus représentatif. On sait, enfin, voilà, il y a de la base de données qui est forcément limitée, hein, mais l'objectif, c'est de l'accroître et de faire en sorte que justement les entreprises puissent aussi donner de la donnée pour pouvoir accentuer ces bases de données-là. Donc, y aura-t-il un replay? Oui, le webinaire est enregistré. Vous aurez accès au replay à l'issue de la fin du webinaire. Donc, il y a encore beaucoup de questions. Je vais essayer de voir celles qui ont le plus de pouces. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces si si vous voyez qu'il y a des questions qui vous intéressent. Donc, est-ce qu'on peut présenter un projet de R&D avec des dépenses internes, entre parenthèses, coûts salariaux?
Alors, cet appel à projet ne porte pas sur la recherche et le développement. On va partir enfin, le point de départ, c'est de commencer par des produits qui sont déjà en marché et voilà, voir comment on va diminuer l'impact de ces produits. Euh, il ne s'agit pas d'explorer des nouvelles technologies de basse maturité technologique. Donc bon, en fait, parfois, on a des définitions un peu différentes de recherche et développement. Ce qu'on vous propose dans l'appel à projet, c'est des technologies qui ont été déjà prouvées dans des projets préalables. Et par contre, effectivement, le fait d'appliquer ces technologies-là, ça peut faire partie de la R&D de votre entreprise. Donc peut-être le fait de les adapter à vos produits, oui, ça fait partie des projets et des coûts éligibles, mais c'est pas ce qu'on appelle de la R&D de notre côté. Ok, merci. Donc, on va essayer de répondre plutôt aux questions qui concernent l'appel à projet. Pour tout ce qui est méthode pour l'affichage environnemental, peut-être que vous pourrez voir avec Maureen après le webinaire si elle est disponible, bien sûr. Pour plus d'éléments, voilà, il y a aussi des éléments qui sont disponibles sur la méthode de l'affichage environnemental qui sont disponibles sur Internet. Donc, on va essayer de cibler les questions en lien avec l'appel à projet. Donc, on a aussi une question si on peut transmettre la FAQ. Bien sûr, donc le réseau restera ouvert. Là où vous avez posé vos questions, normalement, vous pourrez encore y avoir accès, même le webinaire une fois terminé. Donc, j'ai une question sur est-ce que le réseau d'acteurs de la mode responsable peut postuler pour ses membres? Donc, est-ce que je peux déposer un dossier alors que je ne suis pas directement concernée par l'appel à projet? Alors, pour tous les projets d'éco-conception, nous demandons à ce que le porteur de projet soit l'entreprise qui valorise le produit ou le service ou le procédé qui va être éco-conçu. Donc, plutôt, oui, l'entreprise directement. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que l'appel à projet est aussi ouvert au consortium. Donc, si jamais vous arrivez justement à monter un consortium avec tout l'ensemble de votre chaîne de valeur, ça, par contre, c'est vraiment très valorisé. Ok. Très bien. Il y a tellement de questions, c'est un petit peu dur de faire des choix. Donc, je conçois mes vêtements en chanvre. La donnée chanvre sur Ecobalis sont anciennes. Donc, voilà, ça concerne un peu la mise à jour des données. Ça va être plutôt sur l'affichage environnemental. Donc, beaucoup de questions sur l'affichage environnemental. Je vous invite à aller regarder aussi. Donc, Ecobalise a énormément de données qui sont donc sur le site pour justement en fait, faire en sorte de recueillir de la donnée pour pouvoir la préciser au maximum. Donc, vous retrouverez beaucoup d'informations concernant la méthode que Ecobalise a choisie en vue de l'affichage et beaucoup d'informations sur l'affichage au global là-dessus. Donc, comment cet appel à projet se différencie-t-il de l'appel à projet Torga? Est-ce qu'une entreprise peut combiner les deux? Oui, une entreprise peut postuler aux deux. Notre appel à projet est vraiment ciblé sur l'éco-conception du textile d'habillement, et donc les produits de fourniture textile d'habillement, alors que Torga, Torga n'est pas ciblé sur un secteur. Il est ouvert à toutes les entreprises qui sont prêtes à déployer la démarche à un haut niveau de maturité d'éco-conception et de faire l'éco-conception au niveau de tout l'ensemble du portefeuille de l'entreprise, donc ce qu'on appelle une approche organisationnelle. Donc, je vous invite à regarder les webinaires en replay, il me semble, sur la chaîne de la chaîne YouTube du pôle. Tout à fait. Alors, donc on a d'autres questions qui nous arrivent. Alors, j'ai vu une question sur le guide Premier Pas. Pour l'instant, il va être en annexe de l'appel à projet, donc tout à la fin du document principal. Et nous prévoyons une publication sur la librairie ADEME, donc séparément de l'appel à projet. Ok, donc on a une question qui revient souvent, mais je crois qu'Aude, tu as répondu en commentaire sur les questions. Donc, est-ce que les formations à l'éco-conception sont éligibles? Et si oui, dans quel axe? Plutôt 1, plutôt 2? À la fois pour l'axe 1 et pour l'axe 2, les formations sont éligibles.
En fait, souvent, quand vous démarrez en éco-conception à faible niveau de maturité, voilà, c'est très important justement de commencer par une formation à l'éco-conception pour sensibiliser vos équipes. L'éco-conception, ça marche surtout s'il y a le jeu d'acteurs qui va bien avec et que vous arrivez à entraîner en fait cette transversalité de métiers et puis d'acteurs sur la chaîne de valeur. Ok. Est-ce que les produits upcyclés, donc qui ont déjà eu une vie, qui ne sont pas passés par un process de recyclage, mais dont la matière est réutilisée en tant que telle à sa fin de vie pour un autre produit, est-ce que les produits upcyclés sont donc éligibles à ce type d'appel à projet? Alors, là, on va différencier en fait si l'entreprise ne propose que des produits upcyclés. Je ne suis pas sûre que ce soit intéressant pour elle de participer à l'appel à projet en tant que tel. On va regarder au cas par cas. Et puis, sinon, vous pouvez déposer votre candidature auprès des études d'éco-conception classiques sur la même base que sur l'appel à projet Texabi. Très bien, Aude. On va prendre encore peut-être une ou deux questions. Donc, il y a quelques questions qui reviennent sur les personnes pouvant donc accompagner sur la partie analyse du cycle de vie détaillée. Donc, il n'existe pas à l'heure actuelle de liste exhaustive des bureaux d'études qui sont en mesure de le faire, mais en fait, vous pouvez vous référencer plutôt au centre relais de l'éco-conception donc sur le territoire. Donc, il y a certains centres de relais qui sont sur la thématique économie circulaire ou même éco-conception qui peuvent vous référer à des bureaux d'études du territoire, donc en fonction de où vous habitez. Donc ça peut être une idée pour avoir idée des acteurs qui existent. Voilà, mais il n'existe pas à ce jour de liste exhaustive sur les bureaux d'études qui peuvent réaliser ce type d'accompagnement. Tout à fait, oui. Vous pouvez demander au centre relais et puis aussi aux fédérations textiles. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on prend encore une ou deux dernières questions avant de clôturer ce webinaire? Donc, pouvez-vous mettre le lien vers le guide Premier Pas? Est-ce que ça c'est... Ça, du coup, on l'a déjà répondu. Ça sera Ouais, ça c'est directement l'appel à projet. bien. Les filles, si vous avez des questions auxquelles vous voulez répondre, n'hésitez pas. Alors, une start-up peut-elle bénéficier de l'axe 1? Alors, si vous avez un numéro de SIRET, oui, tout à fait. Ok. Donc, on a fait à peu près le tour des questions. Donc, il en reste encore un petit peu. Malheureusement, je suis désolée, on ne va pas pouvoir répondre à tout. Mais, En tout cas, on va prendre la liste de questions, effectivement, et faire une FAQ où vous répondre directement. Donc, si vous avez des questions générales au niveau de l'éligibilité des projets, donc, vous pourrez regarder la FAQ qu'on va mettre en ligne, regarder le cahier des charges de l'appel à projet plus en détail, et puis sinon faire remonter via l'adresse mail ap.textabi@adem.fr. On a nos collègues qui vont vous répondre. Et si c'est des questions qui sont plus au niveau du cadrage du projet, vous pourrez avoir un rendez-vous aussi avec l'instructeur en direction régionale au besoin. voilà. En tout cas, merci beaucoup Aude, merci beaucoup Maureen pour toutes vos précisions sur l'appel à projet et l'affichage environnemental. On espère que ce webinaire a pu répondre à vos questions qui étaient nombreuses, pour celles qu'on a pu voir. Donc la liste des questions vous sera transmise, le webinaire, le replay également. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions a posteriori à vous adresser donc pour l'appel à projet plutôt vers Aude, pour l'affichage environnemental plutôt vers Maureen. Et si vous avez des questions de plus d'ordre éco-conception textile, vous pouvez vous adresser à moi ou au pôle éco-conception. Donc voilà, n'hésitez pas. On espère que ce webinaire vous a plu. Donc, pour rappel, vous pouvez nous retrouver la prochaine grosse date. Ça sera le colloque de l'éco-conception, donc mercredi prochain à Toulouse. Donc, si vous voulez venir nous rencontrer en vrai, voilà, on se rendez-vous à cette date. On espère que ce webinaire vous a plu et puis à très bientôt.
Merci Louise pour l'animation et Maureen pour ton intervention et puis merci à tout le monde. Excellente Merci à journée toi. à vous.